Installez-vous confortablement, mesdames et messieurs. Ouvrez vos oreilles, asseyez-vous et détendez-vous. Et préparez-vous pour une révélation incroyable ce soir. Vous allez vouloir des copies de cette émission de l'heure du temps. Je suis Jimmy Bernier. Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, its only seed. It's the heart afraid of breaking that never learns to dance. It's the dream afraid of waking that never takes the chance. It's the one who won't be taken, who cannot seem to give, and the soul afraid of dying that never learns to live. When the night has been too lonely and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong, just remember in the winter, far beneath the bitter snows, lies the seed that with the sun's love in the spring becomes the rose. Ah oui, la semence qui se trouve sous la neige au printemps devient la rose. Je vais commencer l'émission de ce soir, mesdames et messieurs, en lisant une partie de l'introduction d'un livre intitulé Born in Blood par John J. Robinson, Les secrets perdus de la franc-maçonnerie. Maintenant, vous devriez chercher ce livre, l'acheter et le lire. C'est une merveilleuse édition à votre propre bibliothèque, et je commence maintenant. La recherche derrière ce livre n'est pas initialement destinée à révéler quoi que ce soit à propos de la franc-maçonnerie ou des Templiers. Son objectif était de satisfaire ma curiosité au sujet de certains aspects inexpliqués de la révolte des paysans en Angleterre en 1381, un soulèvement féroce qui a vu une marche de plus de 100 000 Anglais sur Londres. Ils se sont déplacés dans une rage incontrôlée, brûlant des manoirs, brisant des prisons ouvertes
et abattant tous ceux qui se tenaient sur leur chemin. Un mystère non résolu de cette révolte était l'organisation derrière elle. Depuis plusieurs années, un groupe de prêtres mécontents du bas clergé avait parcouru les villes, prêchant contre les richesses et la corruption de l'Église. Pendant les mois avant le soulèvement, des réunions secrètes avaient eu lieu à travers l'Angleterre centrale par des hommes tissant un réseau de communication. Après que la révolte fut réprimée, les chefs rebelles ont avoué être des agents d'une grande société, déclarée être basée à Londres. Donc, on sait très peu de cette organisation présumée dont plusieurs chercheurs ont résolu le mystère simplement en décidant qu'une telle société secrète n'a jamais existé. Un autre mystère était les attaques concentrées et surtout vicieuses de l'ordre religieux des Hospitaliers de Saint-Jean, maintenant connus sous le nom des Chevaliers de Malte. Non seulement les rebelles cherchent leur propriété pour vandalisme et feu, mais leur prieur a été traîné de la tour de Londres pour avoir la tête arrachée et placée sur le pont de Londres, à la grande joie de la foule en liesse. Il n'était pas question que la férocité qui a déferlé sur les hospitaliers croisés avait un but derrière elle. Un chef rebelle capturé, lorsqu'on lui a demandé les raisons de la révolte, a déclaré « Tout d'abord et surtout, la destruction des hospitaliers. » Quelle sorte de société secrète pourrait avoir cette haine particulière contre l'un de ses principaux objectifs? Un désir de vengeance contre les hospitaliers était facile à identifier dans l'ordre de croisade rival des chevaliers du temple de Salomon à Jérusalem. Le problème était que ces Templiers ont été complètement supprimés presque 70 ans avant la révolte des paysans, après plusieurs années au cours desquelles les Templiers avaient été emprisonnés, torturés et brûlés sur le bûcher. Après l'émission du décret qui a mis fin à l'ordre des Templiers, le pape Clément V avait ordonné que toutes les propriétés étendues des Templiers devraient être données aux hospitaliers. Se pourrait-il qu'un désir de vengeance des Templiers ait réellement survécu dans l'ombre pendant 3 générations? Il n'y avait pas de vérité incontestable, mais la seule preuve suggère l'existence d'une seule société secrète dans l'Angleterre du XIVe siècle. Une seule. La société qui a été ou deviendrait l'ordre des maçons libres et acceptés. Il ne semblait avoir aucun lien, cependant, entre la révolte et la franc-maçonnerie, sauf pour le nom ou le titre de son chef. Il a occupé le devant de la scène de l'histoire anglaise pour seulement 8 jours, et on ne sait rien de lui, sinon qu'il était le commandant suprême de la rébellion. Il s'appelait Walter le Tyler, et il semblait, à première vue, être une simple coïncidence qu'il portait le titre de l'agent d'exécution de la loge maçonnique. Dans la franc-maçonnerie, le Tyler, qui doit être un maître maçon, est la sentinelle, le sergent d'armes et l'agent qui monitorise les pouvoirs des visiteurs qui cherchent l'entrée à la loge. En souvenir d'un précédent, plus dangereux temps, son poste était juste devant la porte de la salle de la loge, où il se trouve avec une épée tirée dans sa main, même à ce jour. Je savais qu'il y avait eu de nombreuses tentatives dans le passé pour relier les francs-maçons avec les Templiers, mais jamais avec succès. L'évidence fragile, avancée par les tenants de cette connexion, n'avait jamais tenu place, parfois parce qu'elle était fondée sur la spéculation frivole, et au moins une fois, car elle avait été fondée sur une fabrication délibérée. Mais malgré les échecs à établir ce lien, il ne veut tout simplement pas disparaître, et la croyance voilée par le temps en une relation entre deux ordres demeure comme l'une des plus durables légendes de la franc-maçonnerie. C'est tout à fait approprié parce que toutes les différentes théories sur l'origine de la franc-maçonnerie sont légendaires. Pas une seule d'elles n'est étayée par aucun élément universellement accepté. Ah, là, je marque une pause de la lecture de l'introduction du livre et interjecte un commentaire ici. Il n'y a jamais eu aucune preuve universellement acceptée jusqu'à ce que vous entendiez et que vous allez entendre ce que vous allez entendre ce soir, produit par John Gall, un agent de la Citizen Agency for Joint Intelligence, CAGI. La connexion, cher auditeur, est dans la généalogie des familles de l'élite. Vous allez être surpris
Et maintenant, je continue à partir de l'introduction de Born in Blood. Je n'étais pas sur le point de descendre cette piste usée par le temps, et j'ai décidé de concentrer mes efforts à creuser plus profondément dans l'histoire de l'ordre des Templiers pour voir s'il y avait un lien entre les chevaliers supprimés et la société secrète derrière la révolte des paysans. Ce faisant, je pensais que j'allais laisser la franc-maçonnerie loin derrière. Je n'aurais pas pu être plus faux. Comme tous les curieux de l'histoire médiévale, j'avais développé un intérêt pour les croisades, et peut-être plus qu'un simple intérêt. Ces guerres saintes détiennent un attrait qui est souvent aussi romantique qu'il est historique, et dans mes voyages, j'ai essayé de boire en l'atmosphère des défilés dans les montagnes du Liban, à travers lesquelles les armées croisées étaient passées, et m'étais assis regardant fixement dans les ruines du château de Sidon et de Tyr, en essayant d'entendre les sons s'entrechoquant d'attaque et de défense. J'avais admiré les murs de Constantinople et avais flâné vers l'arsenal de Venise, où des flottes croisées ont été assemblées. Je m'étais assis dans l'église ronde des Templiers à Londres, en essayant d'imaginer la cérémonie de sa consécration par le patriarche de Jérusalem en 1185, plus de 300 ans avant que Christophe Colomb ne fasse voile à l'ouest vers les Indes. L'ordre des Templiers a été fondé à Jérusalem en 1118, au lendemain de la première croisade. Son nom vient de l'emplacement de son premier siège, sur le site de l'ancien temple de Salomon. En aidant à répondre à un besoin désespéré d'une armée permanente en Terre Sainte, les chevaliers du Temple bientôt augmentèrent en nombre, en richesse et en pouvoir politique. Ils ont également augmenté en arrogance, et leur grand maître de Riquefort était un personnage clé dans les erreurs qui ont conduit à la chute de Jérusalem en 1187. Les chrétiens latins ont réussi à s'accrocher à une étroite bande de territoire le long de la côte, où les Templiers étaient parmi les plus importants propriétaires de la terre et des fortifications. Enfin, l'enthousiasme pour envoyer des hommes et de l'argent vers la Terre Sainte a décliné chez les royaumes européens, qui étaient préoccupés par leurs guerres les uns contre les autres. Dès 1296, le sultan égyptien a réussi à pousser les croisés résidents ainsi que les ordres militaires dans la mer. La Terre Sainte était perdue, et les Templiers vaincus déplacèrent leur base à l'île de Chypre, rêvant d'encore une autre croisade pour restaurer leur gloire passée. Comme les Templiers planifiaient d'aller sur une nouvelle croisade contre les infidèles, le roi Philippe IV de France prévoyait sa propre croisade privée contre les Templiers. Il désirait se débarrasser de ses dettes massives envers l'ordre des Templiers, qui avait utilisé sa richesse pour établir une importante opération bancaire internationale. Philippe voulait les trésors des Templiers pour financer ses guerres continentales contre Édouard Ier d'Angleterre. Après 2 décennies de lutte contre l'Angleterre d'un côté et la Sainte Église romaine de l'autre, 2 événements indépendants ont donné à Philippe de France l'occasion qu'il avait besoin. Édouard Ier mourut, et son fils déplorablement faible monta sur le trône d'Angleterre comme Édouard II. Sur l'autre front, Philippe réussit à obtenir son propre homme sur le trône de pierre en tant que le pape Clément V,